Bon voilà, c'est parti. Alors un nouveau mini-show pour vous parler du quantitative easing for the people. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas arrêté de renflouer les banques. Alors ça s'appelle le quantitative easing, c'est-à-dire que les gouvernements et les banques centrales redonnent de l'argent aux banques pour les renflouer, c'est-à-dire tout simplement pour remettre leur bilan comptable, c'est uniquement des chiffres, à plat. Les banques ont émis énormément de crédits dans la nature, c'est-à-dire ont prêté beaucoup d'argent qu'elles ont fabriqué ex nihilo à partir de rien. Elles ont émis tous ces crédits dans l'économie, dans la société, pour que les gens se servent de la monnaie. Et vous allez voir dans la conclusion de ce mini-show que la monnaie, il y a une définition, mais qui va vous halluciner de la monnaie. Et vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe vraiment derrière tout ça. Donc voilà. Donc au début, pour commencer, le quantitative easing pour les banques, ça consiste à renflouer les bilans bancaires. Les banques ont prêté, ont émis beaucoup de monnaie pour la société et elles n'arrivent pas à récupérer cette monnaie sous forme de remboursement de crédit, puisque l'émission de crédit, elle doit être remboursée, elle ne reste pas dans l'économie. Donc comme les banques en ce moment ont du mal à récupérer l'argent qu'elles ont elles-mêmes émise, donc qui n'a aucune valeur pour elles, eh bien leurs bilans tout simplement sont déséquilibrés d'un point de vue comptable, d'un point de vue chiffré tout simplement. Donc elles peuvent menacer les gouvernements de faire faillite, et donc les gouvernements sont obligés de les renflouer, d'où le quantitative easing. Alors à quoi ça sert le quantitative easing? Ça sert à redonner de l'argent aux banques, c'est-à-dire ça sert à redonner l'argent aux banques qu'elles ont déjà émis dans la nature et qu'elles n'arrivent pas à récupérer. Donc en réalité, si on y réfléchit, ça permet d'annuler les déficits des banques, ça permet d'annuler la dette des banques. Sauf que les gens à qui elle a prêté l'argent, pour qui elle a créé cet argent, la banque, elle continue à leur envoyer les huissiers, à leur prendre leur maison qu'ils ont achetée ou qu'ils ont fait construire pour se rembourser de l'argent aussi. Donc c'est le double effet qui se coule. C'est génial quand on est banquier. C'est un peu comme si vous aviez prêté de l'argent à quelqu'un. Et puis le gars, il n'arrive pas à vous rembourser tout de suite, il a du mal, donc vous allez voir quelqu'un d'autre et vous lui dites, dis donc, faut que tu me donnes l'argent qu'il me doit parce que voilà, sinon je fais faillite. Alors le gars, il vous donne l'argent que ce gars-là vous doit et puis il dit c'est pas grave, moi de toute façon j'ai des contribuables, je me ferai payer après, c'est pas important. Et donc vous récupérez votre argent. Mais le gars qui vous doit de l'argent au départ, vous continuez à lui piquer sa baraque, vous continuez à lui prendre son salaire, vous continuez à lui prendre les intérêts également qu'il vous doit. Donc, vous avez d'une part renfloué votre entreprise et d'autre part, vous continuerez indéfiniment à percevoir les intérêts. Donc voilà. Alors, que font les banques de cet argent-là? Elles ne peuvent pas le dépenser intégralement dans l'économie. Pourquoi? Parce que personne n'en veut. Parce que personne ne veut se remettre des crédits sur le dos en plus. Qui va emprunter en ce moment ? On est déjà on a déjà du mal à payer nos loyers, on a déjà du mal à payer les remboursements de nos prêts si on a acheté quelque chose. Les entreprises, il n'y a pas de commandes. Le carnet de commandes est vide. Donc évidemment, personne ne va investir dans des nouveaux emplois, des nouveaux salariés, des nouvelles machines pour produire plus. Puisque de toute façon, il n'y a pas la demande de l'autre côté. Les gens n'ont pas l'argent pour acheter ce que vous produiriez en plus. Donc si vous êtes entrepreneur, jamais vous investissez et donc jamais vous n'empruntez à la banque. Donc la banque, elle ne sait pas quoi faire de tout cet argent et donc qu'est-ce qu'elle en fait? Elle achète des choses. La banque prête cet argent ou redonne cet argent à leurs gros clients, à leurs gros investisseurs qui achètent toutes les entreprises du monde, qui achètent toutes les actions de toutes les entreprises du monde. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on est en période de récession depuis 2007-2008? Comment ça se fait que la bourse continue à monter? C'est grâce au quantitative easing, c'est grâce à tout cet argent nouveau qui se déverse dans le secteur bancaire et dans les poches des plus riches, des plus gros investisseurs, qui investissent en bourse et qui investissent aussi dans l'immobilier. C'est ce qui vous explique que les beaux emplacements immobiliers ne baissent pas. Dans aucune ville du monde, dans aucune grande capitale, l'immobilier ne se casse la figure. Parce que évidemment, quand tu reçois plein de pognon et quand tu as le choix d'avoir du crédit, tu l'investis dans des trucs qui montent, dans des trucs qui ont de la valeur vraie. Bon, alors ça, c'est le quantitative easing tel qu'il existe, tel qu'il est fait depuis des années et tel qu'il va
être mis en place en Europe aussi. Hein. En Europe aussi. Là, c'était hier ou avant-hier, Mario Draghi, le gouverneur de la Banque Centrale Européenne, vient de décider, évidemment collégialement avec tous les gouverneurs, de faire du quantitative easing en Europe aussi, c'est-à-dire de remettre de l'argent dans le circuit bancaire pour compenser les prêts, les emprunts qui rentrent plus, que les banques n'arrivent plus à se faire rembourser. Et donc ça va faire exactement la même chose ici. Alors, le quantitative easing for the people, qu'est-ce que c'est? C'est complètement autre chose et en même temps c'est la même chose. Ça consiste tout simplement, au lieu de laisser aux banques centrales la possibilité de renflouer le réseau des banques. Au lieu de dire, comme il y a beaucoup de propositions en ce moment qui tournent dans le monde, au lieu de dire, bon, la création monétaire par le crédit, par la dette, ça ne marche pas, ça endette tout le monde, ça oblige tout le monde à rembourser plus que de la monnaie, donc ça oblige à la croissance, donc ça oblige à ce qu'il y ait tout le temps des nouveaux emprunteurs qui arrivent, qui empruntent pour que les anciens emprunteurs puissent payer leurs intérêts. C'est une boule de neige. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte et qui disent la solution, c'est de redonner la création monétaire, le privilège régalien de la création monétaire aux États. Alors, aux États, ça veut dire aux politiciens et aux parlementaires ou éventuellement à un comité monétaire qui décide où va l'argent, où va la monnaie. L'État fait créer de la monnaie par la Banque centrale à taux zéro. La Banque centrale donne cet argent au trésor public, et le trésor public dépense cet argent avec des grands travaux, des autoroutes, des je sais pas quoi, des aéroports, des écoles, des hôpitaux. Et on se dit, avec ces gros projets-là, ça crée de l'emploi, d'une part, et d'autre part, une fois que c'est en place, ça crée des recettes fiscales, et donc l'État peut se rembourser. Alors, le problème de ça, écoutez bien, il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est que si on redonne la possibilité de la création monétaire aux politiciens, on se retrouve dans la situation où on était avant la loi de 1973, avant Maastricht, etc. Et on sait ce qui se passe, et on le voit nous-mêmes au quotidien, là, même en ce moment, il y a un problème de relation. Il y a un problème d'abord de choix des investissements. Parce que le choix des investissements, quand c'est les politiciens, le Parlement ou le gouvernement qui décide où on investit, le problème du choix des investissements, il est fait par ces gens-là en fonction de critères qui n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple ou de la collectivité ou des gens les plus pauvres. Il se fait en fonction de critères très précis qui sont d'abord les relations, le relationnel. Évidemment, au niveau politique le plus haut, le relationnel, il est déjà établi depuis très longtemps avec les grosses entreprises nationales, avec les gros dirigeants de ces entreprises nationales. Donc quand il y a des marchés publics à distribuer, quand il y a des gros marchés publics à distribuer, parce qu'il y a de la monnaie qui est émise, dans ce cas-là, par l'État, par la Banque centrale, et que cette monnaie, on la dépense dans l'économie, évidemment, le choix des investissements, il ne se fait pas en fonction de l'intérêt des plus petits, des plus pauvres, il se fait en fonction de l'intérêt des relations de ceux qui sont au sommet de l'État, les amis, les grosses entreprises, et donc, ça a plusieurs effets pervers. Le premier effet pervers, c'est que les politiciens ne regardent pas le prix. Il n'y a pas de négociation sur les prix, puisque on sait déjà à peu près que tel marché va aller, bon, peut-être on hésite entre un tel et un tel, mais on sait bien que ça va pas être la petite boîte là qui monte ou qui va faire moins cher que tout le monde et qui va casser les prix. Évidemment que non. On va donner ces marchés publics-là aux grosses boîtes qui sont déjà très établies, qui font elles-mêmes leurs prix et pour lesquelles les politiciens vont être d'accord sur le prix. Donc c'est un problème d'offre et de demande qui n'existe pas. C'est un problème d'impartialité sur les marchés publics qui ne se pose pas, puisque les marchés publics sont attribués par des critères, non pas d'efficacité ou de prix, mais par des critères relationnels. Donc ça, c'est un problème très grave. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on paye tout plus cher, qu'on paye tout trop cher par rapport à ce que ça pourrait nous coûter, nous, citoyens, si on avait la possibilité de négocier les prix avec plein d'entreprises, avec des nouveaux qui arrivent et d'essayer d'avoir mieux pour moins cher. Là, le prix, il n'est pas négocié. Je le sais bien, parce qu'à une époque, il y a longtemps, dans les années 80, j'avais une entreprise avec laquelle je vendais justement des parcours sportifs, enfin bref, que je vendais à des communes. Et donc je vois bien, je sais comment ça se passe.
Quand on va à la réunion du conseil municipal, on présente le projet, et puis derrière vous, il y a le beau-frère du conseiller municipal qui s'occupe des sports, et vous savez très bien que même s'il est 30% plus cher que vous, c'est lui qui va avoir le marché. Forcément, on donne le boulot aux gens qu'on aime bien, à la famille, aux copains, aux gens à qui on a envie de donner un avantage. C'est humain, c'est normal, c'est comme ça. Si on a le pouvoir de décision et le pouvoir de dire c'est toi qui vas avoir le marché, forcément on va pas le donner à quelqu'un qu'on connaît pas, même s'il est un poil moins cher. Bon, évidemment, s'il est 2 fois moins cher, ça va être plus difficile, mais les différences sont très faibles. Donc évidemment, nous, en tant que citoyens, on paye tout au-dessus du vrai prix du marché. Alors le deuxième gros problème, c'est qu'il n'y a pas de décision citoyenne sur ces gros investissements-là. Tout est décidé au niveau de l'État, ou au niveau de la région, ou au niveau du département. Mais pour les projets locaux, par exemple, c'est toujours le même problème que les citoyens reprochent à ce fonctionnement hiérarchisé, c'est qu'au niveau local, on n'a pas la voix au chapitre, on n'a pas l'accès aux informations, on n'a pas l'accès à la prise de décision. Donc évidemment, le principe de subsidiarité qui voudrait que tout ce qui concerne tel niveau de décision soit décidé effectivement par ce niveau de décision-là, et que ce niveau de décision-là puisse avoir les moyens de financer ce qu'il souhaite, ou de ne pas financer ce qu'il ne souhaite pas, évidemment, ça, ce processus de décision-là, il échappe complètement au vrai niveau le plus fin de subsidiarité qu'on pourrait imaginer. Il remonte au niveau au-dessus, il remonte en haut à l'État, aux technocrates, aux spécialistes, aux techniciens, qui eux prennent les décisions pour tout le monde. Donc on a un problème évidemment d'expression de la démocratie. Alors, donc le quantitative easing for the people, ça remet tout ça en cause, ça remet tout ça en question. Un des problèmes du renflouement les banques pour redonner de l'énergie aux banques, c'est que la version officielle de renflouer les banques, c'est que si les banques reçoivent de l'argent, elles vont se remettre à prêter. Mais là, il y a tout un tas d'étapes avant que les banques puissent se remettre à prêter. D'abord, il faut que les gens acceptent de réemprunter. Donc on est dans un système de dette excessive. Donc évidemment, il faudrait être fou pour s'endetter à nouveau, dans l'espoir de recréer de la monnaie, dans l'espoir de recréer de l'activité, en allant dépenser cet argent dans l'économie pour que les entreprises gagnent plus d'argent, pour qu'elles puissent plus produire, pour qu'éventuellement elles puissent embaucher plus. Vous voyez les niveaux de causalité que ça fait, c'est du rêve. Et d'ailleurs, on le voit bien, ça ne marche pas. Aux États-Unis, ils ont rajouté 20% du PIB, 1000 milliards de dollars dans l'économie des États-Unis. Ça a fait peut-être 1% de relance économique. Donc le pourcentage entre ce qu'on investit et le résultat, il est ridicule. Et donc, inversement, l'autre outil des banques centrales pour essayer de relancer l'économie, c'est de baisser les taux. En se disant, écoutez, l'argent, on en fait presque cadeau, donc qu'est-ce qu'ils attendent pour emprunter? Les banques, allez-y, prêtez, on vous donne de l'argent gratuit, prêtez-le, prenez de la marge la plus petite possible, et prêtez-le, les gens ont besoin de monnaie, il faut remettre de la monnaie, donc faut qu'ils réempruntent, donc on baisse les taux. Mais ça marche pas non plus. Les gens, d'une part, n'ont pas envie d'emprunter. Le seul truc que ça fait, c'est que ça pénalise les gens qui ont des économies, qui gagnent quasiment plus rien, et qui donc, on se dit, oui, à ce moment-là, ils vont peut-être un peu dépenser leurs économies. Ils vont piocher dans leur épargne pour dépenser. C'est ce que font peut-être les plus pauvres qui avaient 1000 euros d'économie. Maintenant, ils sont à 0 ou à moins 500. Mais les plus riches, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont des revenus énormes de toute façon par ailleurs. Donc ça ne relance pas l'économie non plus. Ce sont des principes qui essayent de renflouer le système économique bancaire en espérant que ça va avoir un effet sur les populations, en les forçant à prendre des décisions que de toute façon ils ne peuvent pas prendre et qu'ils ne veulent pas prendre. Donc on est dans une espèce de rêve que voilà, on modifie les critères, donc les gens vont changer de comportement. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe si on donne de l'argent directement aux gens? Si on fait un chèque directement de, 300 € par mois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, à tous les membres d'une population.
Et bien, contrairement à descendre les taux d'intérêt en dessous de zéro, ce que fait la Banque Centrale Européenne en ce moment, qui ne fonctionne pas, qui ne sert qu'à avoir les inconvénients dont je viens de vous parler, si on remet de l'argent dans les poches des gens, on a des données, on a des études parce que ça s'est déjà fait. Ben oui, ça s'est déjà fait. Ça se fait depuis très longtemps. Ça s'est fait d'abord pendant la guerre civile américaine aux États-Unis au 18e, au 19e siècle. Parce que, à l'époque d'Abraham Lincoln, figurez-vous que pour financer la guerre civile, Abraham Lincoln, quand il a vu qu'il fallait aller emprunter de l'argent en Angleterre et payer 15 ou 20% d'intérêt, il s'est dit, attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de monnaie? C'est juste des chiffres qu'on donne aux gens pour qu'ils puissent les dépenser et pour qu'ils puissent acheter leurs trucs et faire leurs échanges entre eux. Finalement, on leur donne les moyens de tenir leur comptabilité. Je vais imprimer des chiffres sur des bouts de papier, puis je vais leur donner ça. Enfin, je vais faire mieux que ça. Je vais payer mes soldats avec les bouts de papier, et les soldats vont dépenser ça, et ils vont donner des chiffres aux gens. Et bien c'est ce qu'il a fait. Ça s'appelle le greenback, le dos vert, et c'est devenu le dollar. Abraham Lincoln a fait ça pendant des années pour permettre de payer ses soldats et pour que l'économie tienne le coup pendant la guerre civile américaine. Et voilà, et bon, c'est peut-être ça qui a permis de lancer les États-Unis et qu'ils puissent arriver où ils en sont maintenant. Le fait d'imprimer eux-mêmes leur monnaie pour le monde entier. C'est pour ça qu'ils ont 800 bases militaires dans le monde et qu'ils dominent la planète. Encore un peu pour l'instant. Alors, bon, ça s'est fait aussi tout récemment. Ça s'est fait jusqu'à l'an 2000. En Angleterre, The Ways and Means Advance, c'est d'émettre des nouveaux bons du Trésor, non collatéralisés, c'est-à-dire sans aucune garantie, pour permettre à la banque centrale, l'État émet des bons du Trésor, les donne à la banque centrale, et la banque centrale crée de la monnaie, et l'État dépense la monnaie. Les Anglais l'ont fait jusqu'en 2000. Je suis désolé, cherchez. Funding for Lending, 2012-2013, c'est la banque centrale d'Angleterre, encore une fois, qui a donné des autorisations de découvert à la Bank of England, qui a permis qui était théoriquement de l'argent qui devait aller dans les banques pour relancer le crédit immobilier. Ça n'a pas très bien marché non plus, parce que vous pensez bien qu'à cette époque-là, les gens n'avaient pas trop envie d'emprunter. Il y a eu, alors là c'est très connu et il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, les cash rebates, les economic stimulus payments aux États-Unis, en 2001, voilà, les États-Unis ont distribué aux gens entre 300 et 600 euros par habitant de tous les États-Unis, ça revient à peu près à 1% du PIB. Et alors là, il y a quelque chose de très intéressant qui répond à pas mal d'objections. Parce qu'on dit, bon, alors si on donne de l'argent comme ça, on rajoute de la monnaie dans l'économie, mais ça va faire de l'inflation, l'hyperinflation, les brouettes de billets pour aller acheter une baguette, Weimar, le Zimbabwe, voilà. Bon. Eh ben non. Eh ben non, parce que quand on est en période de crise, de récession profonde comme actuellement, comme étaient les États-Unis à l'époque, bah évidemment il y a des capacités de production qui sont pas utilisées. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut pour produire plein de choses, qui voudraient bien échanger plein de choses. Il y a des tas de chômeurs qui ont les bras en bon état, qui voudraient bien travailler, mais personne peut leur payer un salaire vu qu'il n'y a pas de monnaie, et on peut pas dépenser vu qu'il n'y a pas de monnaie. Donc le fait de redonner de l'oxygène, de redonner des chiffres tout simplement aux gens sur leur compte, eh bien mathématiquement, ça ne fait pas d'inflation, ça permet de refaire toutes ces transactions qu'on ne pouvait plus faire parce qu'il n'y avait plus assez de chiffres sur nos comptes bancaires, ni sur les comptes des entreprises pour embaucher des gars, ni sur les comptes des particuliers pour acheter les produits des entreprises. Donc voilà, donc le risque de l'inflation, il est nul. En plus, le QE for the people, s'il est mis en place, ce sont les banques centrales qui le mettent en place. Entre autres, la Banque Centrale Européenne. Et donc le boulot de la Banque Centrale Européenne, c'est de créer de l'inflation, c'est d'avoir 2% d'inflation. Là, en ce moment, depuis l'année dernière, on est à 0,5% d'inflation. Ça veut dire que les États qui doivent, comme on les a obligés à emprunter leur propre monnaie au secteur bancaire, donc ils doivent rembourser le double tous les 20 ans, comme tout le monde, eh bien, s'il y a un petit peu d'inflation, ça fait que leur dette, elle diminue un petit peu, parce qu'ils reçoivent plus d'argent, donc en relatif, leur dette est moins importante. Si vous recevez toujours autant d'argent et que vous avez toujours la même dette, bah c'est toujours aussi dur de rembourser. Si vous recevez un petit peu plus d'argent, bah votre dette, elle est plus facile à rembourser. Donc évidemment, le problème de la faillite des États ou du déficit public, c'est que les États
se sont obligés à payer leur propre masse monétaire plus cher que ce qu'ils ont reçu. Donc ils sont dans la même boule de neige que nous, ils sont obligés d'emprunter pour payer les emprunts, pour payer les intérêts des emprunts d'avant, et ils ont jamais assez d'argent pour payer les intérêts. Donc du coup, s'il y a de l'inflation, c'est plus facile pour eux, ça réduit relativement leur dette. Donc là, on est dans une situation où, alors oui, donc si on fait le quantitative easing, là j'en étais à l'economic stimulus payments des États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça, en 2001, ils ont donc donné 1% du PIB, c'est-à-dire, je vous disais, entre 300 et 600 euros par personne pendant un trimestre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens, ils ont dépensé cet argent. Alors, il y en a certains, il y en a une proportion qui en a mis un petit peu de côté. Il y en a une autre proportion qui a remboursé sa dette avec. Dans le premier cas, s'ils mettent de côté, bon, bah, c'est de l'argent qui revient dans les banques, donc ça a tendance à rétablir l'équilibre bancaire. S'ils remboursent leur dette, bah, c'est pareil, ça a tendance à annuler la dette, à faire des remboursements, mais pas avec de l'argent qu'on prend dans la masse monétaire, avec de l'argent nouveau qui est émis par la Banque centrale, donc du coup ça rembourse les banques. C'est un petit peu comme si on faisait du quantitative easing sur les banques, sauf que là c'est les citoyens qui ont l'argent en premier et qui le remettent dans le secteur bancaire, donc le résultat est pas mal non plus. Mais les études qu'on m'a conseillé de lire, que Eric Lonergan, là, le gars, le journaliste, l'économiste qui a écrit l'article sur justement renflouer les banques, renflouer les gens, pas les banques, il m'a conseillé de lire un truc, justement une étude sur ce qui s'est passé en 2001 aux États-Unis, et on constate que la part de l'argent distribué comme ça aux citoyens, les 300 ou 600 euros que les gens reçoivent, ils en dépensent entre 50 et 90% en biens durables et en biens de consommation. Alors là, évidemment, il y en a qui vont me dire « Ah bah oui, bon, c'est bien, mais ils vont tout claquer en achetant des trucs chinois. » Et alors? Est-ce que vous savez quelles sont les marges d'un importateur? Est-ce que vous savez combien coûte un produit qu'on revend 10 euros en France et qu'on a acheté à Hong Kong ou à Taïwan? Non. Eh ben, moi je peux vous le dire, parce que j'ai fait un petit peu à une époque ce business-là aussi, et donc on a des marges, quand on achète à Hong Kong ou à Taïwan, on achète 1 dollar. Et si on est importateur, détaillant et distributeur au détail, on fait 10. On revend 10 euros un truc qu'on a acheté 1. Pourquoi? Bah parce qu'on a plein de choses à payer. On a des magasins, on a des distributeurs, on a de l'emballage, on a des grossistes, on a toute une chaîne de distribution, toute une chaîne de l'importation à la fabrication, à la transformation, à la distribution à payer. Donc en réalité, toutes les entreprises qui travaillent sur la chaîne de l'importation, elles sont pas à l'étranger, il y a juste le fabricant à l'étranger qui paye ses ouvriers une bouchée de pain. Bon, mais si vous donnez 1 dollar à une entreprise chinoise, bah ça fait quand même 1 dollar qui va dans la poche des Chinois. Les Chinois, ils ont peut-être le droit de manger comme tout le monde aussi, hein. Donc voilà, donc il y a cette partie-là, effectivement, qui va en Chine, et il y a environ 9 à 9 dollars ou 8-9 euros qui restent dans le pays, qui vont dans les entreprises, qui vont rémunérer les vendeurs qui ont vendu votre produit, les transformateurs qui l'ont transformé, l'usine d'emballage qui a fabriqué le carton ou l'enveloppe pour que vous puissiez l'envoyer si vous vendez par correspondance, etc. Donc, une grande partie de la dépense qu'on fait, elle ne part pas à l'étranger, elle reste dans le pays. Alors après, bon, il y a des gens qui vont payer leur dette, et puis il y a des gens aussi, en recevant de l'argent comme ça, qui vont peut-être le dépenser pour acheter à manger. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont du mal à s'acheter à manger en ce moment, en France, ouais, et en France, et en Europe aussi, en Espagne, en Italie, en Grèce. Il y a beaucoup de gens qui commencent à couper les dépenses sur leur alimentation. Donc peut-être qu'un petit billet de 200-300 comme ça qui tombe tous les mois, bah à mon avis vous allez les dépenser. Et si vous les dépensez, peut-être que vous irez au marché. Peut-être qu'au lieu d'acheter de la saloperie dans une grande surface, peut-être que vous achèterez des bons légumes à un producteur local. Pour une fois que vous avez de l'argent qu'on vous donne, peut-être que vous allez essayer de le dépenser intelligemment. Il y a peut-être moyen aussi quand même de faire une petite campagne d'information, si on fait une opération comme ça, pour dire aux gens, voilà, on va vous donner de l'argent créé ex nihilo, il sera sans dette, il passera pas par une banque, il va directement dans vos poches, donc vous avez aussi peut-être un peu la responsabilité de savoir ce que vous allez en faire. Voilà, il y a peut-être une petite campagne d'information à faire, hein.
parallèlement. C'est peut-être pas si compliqué que ça. Alors je vous signale un truc, c'est que la Banque Centrale Européenne, si on arrive à les convaincre de prendre une décision comme ça, pour la mettre en place, c'est 3 coups de fil ou une vidéoconférence. On a donné le pouvoir total de décision monétaire et économique aux banques centrales. Les politiciens ne sont plus concernés par ces décisions-là, par les décisions de la politique économique. Alors pour l'instant, les banques centrales, ils ont quoi? Ils ont les taux d'intérêt et ils ont quantitative easing pour les banques. Ils ont le droit de refaire de la monnaie de base pour renflouer les banques. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Et ils ont le droit aussi de créer de la monnaie pour qui ils veulent, pour qui on leur demande. Et donc, il n'y a pas de problème de changement de constitution, il n'y a pas de problème de vote, il n'y a pas de problème d'élection. Les politiciens, dans une décision comme ça, ne servent à rien. Ils sont complètement court-circuités. Alors évidemment, c'est un pouvoir énorme que nous nous donnerions à nous-mêmes. Eh oui, mais c'est peut-être le pouvoir de prendre nos propres décisions et de décider qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui est créé, et qu'est-ce qu'on en fait, et comment on le dépense. Et là, peut-être que ça vaudrait le coup de faire un petit peu de lobbying interpersonnel pour se dire, voilà, tiens, tu reçois tes 300 €, attends, investis là, ou fais ci, ou fais ça, ou achète pas des trucs nuls, ou achète-toi un truc qui est fabriqué dans ton coin. Enfin, je sais pas, prends tes décisions. Et pourquoi est-ce que, voilà, on est dans un système qui est complètement dissymétrique, complètement injuste, complètement inégalitaire? Parce que bon, ça fait 4 ans que je vous en parle, la monnaie, elle va là où les banquiers le décident, là où c'est le plus sûr, là où c'est le plus rentable, elle va jamais dans l'économie réelle, là où il y en a besoin. Comme je le dis dans mes conférences, un banquier entre prêter 100 000 € de plus à quelqu'un pour acheter un studio, à quelqu'un qui a déjà 5 studios, et un petit jeune qui veut emprunter 5 000 € pour s'acheter un camion d'occasion et 3 tréteaux pour ou louer un garage pour inventer un truc qui va changer la face du monde dans les 10 années suivantes, le banquier, malheureusement, il n'hésite pas. Il protège son patron, il protège son job, il prête là où c'est le plus sûr, il crée de la monnaie là où c'est le plus sûr. Ce faisant, il dirige la société. Il ne le sait pas. C'est une décision microéconomique. Mais comme toutes les émissions monétaires se font comme ça, tous les banquiers ont la même honnêteté vis-à-vis de leur employeur, vis-à-vis de leur job, donc tous les décisionnaires des attributions de crédit prennent des décisions similaires. Et donc toute la monnaie va dans l'immobilier et dans les investissements financiers. Et donc il n'y a rien qui va dans l'économie réelle. Bon, ça c'est un gros problème. Donc c'est un système qui ne fonctionne pas, c'est un système complètement opaque. Si vous comprenez tout ce que je dis, vous faites partie une personne sur 1000 dans le monde qui est au courant de toutes ces choses-là. Vous êtes plus au courant de la monnaie et de ses problèmes et de son fonctionnement que la plupart des prix Nobel d'économie de la Terre. Et donc c'est à nous qui sommes au courant, voilà, je parle à tous ceux qui ont compris tout ça, eh ben peut-être d'aller rencontrer les banquiers centraux. Parce que attention, les banquiers centraux, ils sont pas loin de tout ce que je vous dis là. Ils sont pas loin d'accepter ces propositions-là. On a Lord Adair-Turner, on a Steve Keen, on a Michael Kumhof, on a là tout dernièrement Mark Blythe et Eric Lonergan. C'est pas des rigolos, c'est des mecs qui bossent au FMI, c'est des mecs qui bossent au Council on Foreign Relations. Donc ils sont en train de se rendre compte que renflouer les banques ça marche pas, renflouer les gens, redonner de l'argent aux gens, ça marche. On a beaucoup plus d'informations sur redonner de l'argent aux gens que sur redonner de l'argent aux banques ou de baisser les taux d'intérêt, je peux vous le dire, ça marche de manière beaucoup plus sûre. Et en plus, au lieu de mettre 1000 milliards, on met, je sais pas, 2-3% du PIB au lieu de 20%, et on a des résultats. Et les résultats, ils sont immédiats. Parce qu'un dernier petit problème, voilà, un petit truc encore que je rajoute, je peux pas m'en empêcher, le problème des investissements réalisés par les politiciens et par les États, c'est que c'est toujours des gros trucs.
Ils vont pas faire un petit prêt pour un jeune dans un village. Ils vont faire un gros truc. Pourquoi? Parce qu'un gros truc, ça reste dans l'histoire. Et ça permet qu'on se souvienne de vous. Et ça permet d'être réélu aux prochaines élections. Donc les gros trucs, ça met 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'être payé, avant d'être construit. Et donc on attend pendant ce temps-là, nous. On crève de faim pendant ce temps-là. On attend. Alors que remettre de l'argent directement dans le circuit de la dépense, dans le circuit économique, c'est instantané, c'est pas moi qui dis tout ça, j'ai rien inventé, moi, c'est tous les experts que je viens de vous citer qui disent tout ça. Donc voilà, donc bon, c'est pas nouveau, ça a déjà été fait, comme je viens de vous dire tout à l'heure, aux États-Unis en 2001, en Angleterre en 2000 et en 2012-2013, et puis ça a déjà été proposé depuis 80 ans par... Pas des rigolos, à droite, à gauche, au milieu, tout ce que vous voulez. Keynes, dans les années 30, John Maynard Keynes, c'est pas un rigolo quand même, disait, on pourrait peut-être penser, parce que lui, il voulait encore que les gens aient un effort à faire pour avoir de l'argent. Alors il disait, il faudrait mettre des billets de banque dans des bouteilles, enterrer les bouteilles dans des mines, et envoyer les gens aller chercher l'argent qui est dans les bouteilles pour pouvoir le dépenser. Ah bah oui, tu gagneras ton argent à la sueur de ton front. N'empêche que tu vas chercher des chiffres. Bon, lui, qui est-ce qu'il y avait Friedman, Milton Friedman. Alors c'est le contraire, lui, ultra-libéral à fond. Il avait compris la monnaie aussi. Il nous disait, dès les années 40-50, l'idéal pour relancer une économie et pour que les gens aient de la monnaie de manière équitable, ce serait de faire passer des hélicoptères au-dessus des villes et d'envoyer des billets de banque. Là déjà, il y a moins d'efforts qu'avec Keynes. Donc, ce sont des idées qui sont folles, qui nous paraissent folles. Mais écoutez bien, parce que là, ce sera ma conclusion, et c'est une conclusion qui va vraiment vous faire rire. Vous faire réfléchir, pardon, peut-être pas vous faire rire, mais en tout cas vous faire réfléchir. Qu'est-ce que c'est qu'un système monétaire? Quand on achète quelque chose avec notre compte bancaire, vous avez 1000 € sur votre compte, vous achetez quelque chose à 100, votre compte il passe de 1000 à 900. Et le compte de la personne à qui vous avez acheté, s'il a 1000 aussi, il va passer de 1000 à 1100. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une balance mutuelle. On mesure l'échange, on lui donne une valeur numérique, et on le note. Chez moi en négatif parce que j'ai acheté, chez toi en positif parce que tu as vendu. Mon compte baisse, ton compte monte. C'est une balance qui tourne autour d'une moyenne. Si on est à 1000, notre moyenne elle est à 1000. Si on était à 0, notre moyenne elle serait à 0. Et moi, en achetant, je descendrais à moins 100, toi, en recevant, tu monterais à plus 100. Donc, un système monétaire, écoutez bien, c'est un système de mesure et d'enregistrement de nos déséquilibres économiques respectifs. Voilà ce que c'est, un système monétaire. Et donc, si je mesure nos échanges et si je les enregistre, je suis le comptable de mes propres échanges. Tu es le comptable de tes propres échanges. On n'a pas besoin d'un comptable pour faire ça. Et si on prend un comptable pour faire ça, le comptable, il note les entrées, les sorties, les crédits, les débits, qui a vendu quoi à qui, où on en est les uns par rapport aux autres, et on le paye, on lui donne des honoraires tous les ans. On va pas le payer à la commission sur les chiffres. On va pas lui donner le double des chiffres qu'on a utilisés pour qu'il puisse partir en vacances sur une île sous les tropiques. Ben non, ça serait de la folie. On le rémunère comme on rémunère tous les comptables. Il nous envoie sa note d'honoraire tous les ans et on lui paye sa note d'honoraire. Si je fais 1000 de dépenses tous les ans et d'achats, je le paye pas tellement. Et si je fais 1 million de dépenses par an, ça va peut-être me coûter un petit peu plus cher parce qu'il aura peut-être un peu plus de boulot à tenir mes comptes. Et encore, je peux faire qu'une opération à 1 million qui va lui coûter 5 minutes à enregistrer. Donc, peut-être qu'on pourrait les rémunérer au nombre d'opérations, mais pas au chiffre d'affaires, pas au nombre de chiffres dont on a besoin. Le nombre de chiffres dont on a besoin dans un système de mesure, il est infini. Il coûte rien. Quand on mesure les températures en degrés Celsius, en degrés centigrades, il fait 20 degrés ici.
Si on mesure aux États-Unis en degrés Fahrenheit, il fait, je sais pas, 80 aux États-Unis. Ils payent pas plus cher leurs 80 degrés en chiffres que nous, nos 20 degrés en chiffres. C'est la même mesure. C'est pas la même mesure, justement, mais c'est la même chaleur qu'on ressent. Donc le même échange, il peut être exprimé avec n'importe quelle échelle de mesure. On s'en fout complètement. Si les chiffres augmentent pour tout le monde en même temps et que l'échelle augmente pour tout le monde en même temps parce qu'on considère qu'il y a de la création, qu'il y a de la nouvelle production chaque année, qu'il y a des gens qui ont des idées, qui produisent des nouveaux produits, des nouveaux services et qu'il y a besoin de comptabiliser ces opérations-là, on les comptabilise. On n'a pas besoin d'acheter des chiffres au comptable. C'est délirant. Bon, donc voilà, donc un système monétaire, c'est un système de mesure et d'enregistrement de nos transactions respectives qui tourne autour d'un équilibre. L'équilibre, c'est quoi? Eh ben, c'est tous les chiffres qu'on a utilisés divisés par le nombre de gens. Point final. Si on est en positif les uns par rapport aux autres et en négatif les uns par rapport aux autres, il y a toujours autant de positifs que de négatifs, puisque chaque opération, elle est d'un côté en plus, de l'autre côté en moins, et on navigue autour de ça. Donc, dans un système comme ça, il n'y a pas de monnaie. Si on additionne tout, on arrive à zéro. Donc, à quoi bon aller acheter des chiffres au comptable? Voilà la question que je vous pose. Comment ça se fait qu'on s'est laissé avoir et qu'on a accepté qu'un centre de comptabilité, un centre de pouvoir, arrive à nous convaincre qu'on avait besoin de lui louer des chiffres et de lui en rendre le double pour tenir nos comptes mutuels. Réfléchissons à ça. Et donc, si dans les prochains mini-shows, on va parler des solutions, des propositions qu'on peut apporter à ce problème, à cette folie. En attendant, le quantitative easing for the people, c'est pas mal du tout. Ça marcherait beaucoup mieux, ça marchera si c'est mis en place beaucoup mieux que renflouer les banques, parce que c'est direct. Et accessoirement, donner à chaque personne dans une zone, dans un territoire donné, une quantité de chiffres qui correspond à un pourcentage de la masse de chiffres qui a déjà été émise. Parce que évidemment, tu vas pas donner tout le temps le même chiffre, parce qu'au fur et à mesure que ça grandit, le gars il va avoir de plus en plus petit, tu vois. Donc il faut donner un pourcentage progressif par rapport au total, la même part du total. Bon, c'est pas compliqué ça. Donc si tu reçois ça tous les mois, et que tu es handicapé, ou que tu es malade, ou que tu peux pas bosser, ou que t'as pas les moyens pour l'instant t'as pas le temps pour l'instant de monter ta boîte, ou de chercher un boulot, ou de chercher un emploi, ou que tu es dans la rue, et que tu es obligé de passer 24 heures sur 24 à faire gaffe à ne pas te faire piquer tes affaires, à chercher à te protéger du froid, à te protéger des agressions, etc. Si tu es dans cette situation-là, et que tu reçois ne serait-ce que 300 € par mois comme ça, créés ex nihilo, sans dette, pour le profit de tous les citoyens, pareil que tout le monde, peut-être que tu vas te dire « Ah là là, nom de Dieu, quel bol d'air, quel soulagement, je vais pouvoir manger. » Déjà rien que manger sans faire la manche 12 heures par jour. Donc accessoirement, avec le QE for the People, on résout le problème de la pauvreté. Voilà. Je vous laisse. À bientôt les amis. Ciao, ciao.